Il y a pas longtemps, je m'étais un peu moqué des goûts douteux de Roof envers un film de son enfance, et pour éviter qu'il me boude, j'ai accepté qu'on regarde cette fois un film que j'aimais étant plus jeune pour voir si mon regard aussi serait différent. Sachant que j'apprécie Scary Movie, il m'a proposé un après-midi marathon autour de la saga, ce que j'ai accepté. Et j'ai même fait mieux, j'ai invité Kevin et Eva à se joindre à nous, car les Scary Movie, ce sont des comédies, et les comédies marchent toujours mieux quand on est un groupe de potes bourrés. Merci, c'est bon. Quelqu'un veut encore une bière? Bien, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Eh ben, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour partager avec vous cette saga mythique des années 2000 qu'étaient les Scary Movie. Métadobe, allez, c'est parti. Bon, j'appréhende un peu le 1 car c'est celui que je connais le moins en dehors du 4 et du 5 que je n'ai jamais vu. Mes bons souvenirs vont surtout au 2 et au 3 qui ont accompagné une partie de mon adolescence. Mais le 1 sera parfait pour une bonne entrée en matière, ça nous laissera le temps de picoler pour être dans les meilleures conditions pour le 2. Je ne sais pas s'il y a besoin de vous résumer Scary Movie. En gros, ce sont des parodies de films d'horreur à succès dont l'humour repose principalement sur le détournement de certaines références, ce qui peut perdre le spectateur n'ayant pas vu les films parodiés, mais qui joue aussi beaucoup sur l'hyperbole, une figure de style consistant à produire le rire par l'exagération grossière de certains traits. Ça peut se rapprocher de la caricature. Je me rappelle pas que c'était Carmen Electra, l'héroïne de Scary Movie. Mais non, ça c'est juste la scène d'intro. En effet, comme dans Scream 1, Scary Movie ne s'ouvre pas sur son héroïne, mais sur une victime qui sera immédiatement exécutée. Ce sera un code repris dans les prochains films de la saga afin de débuter par un sketch un peu décalé. Il faut attendre la scène suivante pour découvrir Cindy Campbell, jouée par Anna Faris, retrouvant le reste de sa bande de faux jeunes au lycée composé de Brenda, sa meilleure amie grande gueule, Buffy, une poufiasse superficielle, Shorty, un déglingos toujours déchiré, qui a d'ailleurs coécrit le film et qui est surtout connu pour avoir aussi joué un déglingos dans un autre film la même année, mais sur un registre un tantinet moins burlesque. On retrouve aussi Greg, le quarterback nerveux, Bobby, le petit ami de Cindy, et Ray, petit ami de Brenda et homo refoulé, ce qui donnera lieu à un tas de blagues que j'avais oubliées. Tu trouves que je ressemble à un gay? Non, man. Et maintenant? Non? Cool. Ouais, d'accord, c'est vrai que des fois le 1 il est un petit peu lourd. Vous reprenez une bière? Bon, d'accord, il y a des moments gênants, mais je m'y attendais un peu. Assez rapidement, les exécutions vont avoir lieu, et c'est Greg, le quarterback, qui ouvre le bal en se faisant égorger. Un peu plus tard, Cindy est appelée chez elle par le tueur. Rapidement, une course-poursuite s'ensuit. Et j'aime bien cette scène parce que ça reprend un motif du cinéma burlesque, la course-poursuite. Sauf que là, la figure, elle est antinomique. Parce que là où Keaton, Chaplin sont poursuivis par les forces de l'ordre, ici, Cindy est poursuivie par quelqu'un qui justement cherche à renverser cet ordre. Mais tu sais que si tu parles pendant le film, on va encore m'en rire. C'est vrai, pardon. Elle parvient à s'enfuir dans sa chambre et est rejointe par son petit ami Bobby, qui fait alors tomber un portable laissant indiquer qu'il pourrait être le tueur, suivi d'un poignard et des gants. Et c'est la première blague qui nous fait tous rire. Elle s'échappe à nouveau, tombe sur Doofy, un policier un peu retardé, qui l'amène au commissariat et malheureusement, le film s'empresse de nous offrir une nouvelle blague dont on aurait pu se passer. Hé, Thierry, renifle-moi ça. Putain, c'est quoi? Mon trou de balle. Ah, dégage de là, Doofy. Doofy, maman t'a dit de rentrer. C'est étrange parce que c'est une des rares blagues dont je me souvenais et ado, elle me faisait rire. Bobby est arrêté mais rapidement libéré puisque le tueur appelle Cindy. Mais avant, il appelle Shorty en nous offrant peut-être la scène la plus culte de la saga. Yo. Ça va? Et là, de nouveau, c'est tellement con que ça nous fait rire. Même Eva a sourcillé du coin des lèvres. Rapidement, Buffy se retrouve face au tueur et est décapitée par ce dernier. Puis c'est au tour de Brenda, qui, en spectatrice de cinéma insupportable qui n'arrête pas de jaqueter pendant le film, se fait poignarder par tout le monde. Bah moi une fois, il y a un mec qui parlait à côté de moi, et du coup je lui ai dit excusez-moi. Et là en fait il a cru que j'allais lui demander du popcorn, alors il m'en a donné. Ok, ça arrive, je crois. Au lieu d'acheter mon silence, il a payé sa parole. Pendant que Roof dit n'importe quoi, le tueur élimine une nouvelle victime qui essaye de fuir par une chatière mais qui va mourir parce qu'elle est grosse. Oh super, après avoir été misogyne et homophobe, le film est grossophobe. Oh mais ça va, c'est rigolo les gros, ça déforme pas comme nous. Oh, c'est vous qui êtes coincés. Bah comme elle avec la porte de garage, tiens. Oui non mais là c'est vous qui rendez ça gênant. Bon, j'essaye de sauver le film, mais au fond, j'avoue que je suis assez mal à l'aise. Mais ce n'est pas la faute du film, si à l'époque on rigolait plus librement. Le tueur descend fumer quelques jours avec Shorty et ses potes, puis après un très mauvais flow... Avec moi, t'as rien perdu, parce que je vais te faire un deuxième trou du cul. Avec ton sang, je vais repeindre les murs et jouer au tennis avec tes bulles. Durant lequel il tue tout le monde autour de lui, Shorty s'enfuit, retrouve Cindy, mais se fait tuer par Bobby, qui se révèle être le tueur. Mais il n'est pas seul, puisque Ray est le second tueur, et on apprend que les deux faisaient équipe pour abattre les victimes. Ils décident de tuer Cindy et son père, puis
puis de s'entre-poignarder pour se faire passer pour les héros. Et je me souviens que jeune ado, je n'avais rien compris à ce plan. Et aujourd'hui non plus d'ailleurs. Ray poignarde Bobby, puis un troisième tueur débarque et tue Ray. Petit combat en mode... Mais c'est interdit ça. Quoi? Mais les repompés de Matrix qui ont parsemé les années 2000, c'est un enfer. Je suis d'accord avec Kevin, d'autant plus que cette chorégraphie est franchement mal utilisée. C'est un clin d'œil pour le simple plaisir de dire « Hey, regarde, je t'ai fait un clin d'œil, t'as vu mon clin d'œil ?» C'est fou comme on aime les mêmes trucs, non? Pour terminer, Cindy vainc le méchant qui s'enfuit, puis on assiste à une dernière scène au poste de police où les personnages découvrent trop tard que le troisième tueur n'était autre que Doofy. Cindy hurle au milieu de la rue, est renversée par une voiture, fin. Alors? Ouais. Ça va. Hein. C'était bien de la merde. Ah bon, mais il y a quand même des trucs drôles. C'était lourd surtout. Bon, premier constat, le film se repose beaucoup sur l'humour gras. Et en soi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, ça peut même me faire bien rire. T'es en train de nous dire que t'as fait? T'as chié dans ton froc? Ouais, et c'était chouette. Parfois. Mais il y a tout un travail de timing, de situation, de complicité avec le spectateur. Et pour ce qui est de tout ça, Scary Movie se repose exclusivement sur la référence à des films parodiques en pensant que ça suffit pour faire de son spectateur un complice. Et en fait, non, ça ne suffit pas. Et je ne parlerai même pas d'un certain type d'humour qui a mal vieilli et rend le visionnage vraiment gênant aujourd'hui. Oui, mais t'as bu combien de bières? Une, pourquoi? Ok, c'est pour ça. Je vais chercher des munitions et on enchaîne. Après avoir distribué des bières à tout le monde, on lance Scary Movie 2 et cette fois, je pars assez confiant car je me souviens de gags qui me faisaient hurler de rire quand j'étais ado, comme un combat entre Cindy et un chat ou encore Shorty qui est fumé par une plante de cannabis géante. Donc le film s'ouvre là encore sur un court sketch qui parodie l'exorciste avec une jeune fille qui se soulage devant les convives et... c'est un peu gênant de nouveau, mais rapidement on passe sur l'exorciste lui-même qui... Ok, non, ça va s'améliorer, j'y crois. Il va tenter d'exorciser la fille qui lui fait des gestes obscènes et... Ouf, si c'est comme ça tout le long, ça va être l'enfer. Ah non, mais ça c'est juste la première scène, vous allez voir la suite, ça va être vachement mieux. Et d'ailleurs, la preuve, on retrouve Cindy, mais aussi Buddy, qu'on a vu comme grand frère dans la série Malcolm, mais aussi... Tim Curry. Ah, je vous ai dit que ça serait bien. Bon, en réalité, ado, je n'avais aucune idée de qui était Tim Curry. Mais j'avais retenu sa tête car je trouvais qu'il avait l'air assez dérangeant. Donc, grosso modo, Tim Curry organise une recherche sur le paranormal avec son assistant Dwight. Ils réunissent les survivants du premier film, Cindy, Shorty, Brenda et Ray. Alors oui, ils étaient censés être morts dans le premier, mais on s'en fout un peu parce que ça fait plaisir de les revoir. Cindy se rend au manoir en voiture et nouveau gag lourd qui, cette fois, fonctionne un petit peu mieux sur les autres. Elle est accueillie par un gardien à la main atrophiée et... Validisme, c'est coché. Ah non, mais ça sera peut-être pas un ressort comique, hein. Guili guili, pipoup, pipoup sur le nez. Oui bon, ok, mais de toute façon, après cette scène, il revient plus. Toute l'équipe rejoint le manoir, puis se retrouve au souper et... Oh non. Oh non, ça y est, je me souviens de cette scène. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez fini vos bières? Pas encore. Qui sait que je vais en chercher? Non, ça va, merci. Mince, il faut que je trouve une solution, ou cette fois c'est sûr, Roof aura raison et... Oh l'enfoiré. Ah, il le savait. Je sais exactement ce qu'il est en train de se dire. Oui Joe, je sais quelle scène va venir ensuite. T'es prêt à assumer? À dire que tes goûts sont supérieurs aux autres? Non! Non! Tu t'es moqué de mon film? Eh ben le tien est largement pire! Ou alors sinon, on peut se prendre un petit shot de sambuca, hein, et... J'avais complètement oublié cette scène qui me faisait déjà pas rire quand j'étais gamin, mais là c'est pire. Les convives sont affamés et le majordome va commencer à toucher toute la nourriture avec sa main, ce qui va littéralement dégoûter tout le monde. Et on s'arrête pas là puisqu'il va aussi... Mais on regarde quoi là? Le film d'adolescence de Joe. Oui, non mais ça compte pas celle-là, je l'aimais déjà pas quand j'étais gamin. Et puis, allez, en 5e amendement, le jury oublie tout, on passe à la scène suivante et il va y avoir le chat. Vous allez voir, le chat ça va être drôle, le chat. Après le repas, chaque personnage rejoint sa chambre. On a droit à un gag de Ray qui demande à sa copine d'être un petit peu plus salace au lit et... J'ai pété dans la bouche, ouais. Ah, voilà. Donc le chat arrive et Cindy lui parle avec toute la candeur appropriée, mais le chat lui fait une griffe d'honneur. Bon, ça ne fait pas rire les autres, mais ça va arriver. La scène se déroule et... Bah, elle est finalement pas si drôle. Roof avait alors raison. Ce film est nul, mais je l'aimais seulement grâce à mon regard d'ado prépubère un peu crétin. De son côté, Shorty est attaqué par une plante de cannabis géante qui va le rouler et se mettre à le fumer. Les autres vont le sauver en balançant à la plante des paquets de chips. Tim Curry, quant à lui, est victime du fantôme et disparaît. Ah bah, le seul point positif du film, dommage. Mais t'as vraiment pas aimé le chat? Pas vraiment. Même pas un tout petit peu? Non. Bon, finissons vite.
Toute la team se retrouve et décide de s'unir pour combattre le fantôme. Mais rapidement, Cindy est enfermée avec Buddy dans une chambre froide dont elle parviendra à s'échapper en construisant un bulldozer. Ils sont rapidement poursuivis par un squelette, mais la scène tourne vite à la parodie. On se remet à la recherche du fantôme et celui-ci apparaît enfin dans un duel en fauteuil roulant contre Dwight qui se termine par un vol plané à travers la fenêtre. Le majordome cherchera à l'aider en vain, puis ce sera à son tour d'être attaqué par le fantôme qui prendra possession de son corps. Cindy finira par le retrouver dans une parodie d'Hannibal qui me met plus mal à l'aise qu'autre chose de nouveau. Elle le poursuit puis combat final où on reprend encore les codes de Matrix. On veut jouer sur l'effet de ralenti, mais malheureusement, si Cindy parvient toujours à assurer de très bonnes mimiques, le personnage du majordome n'est pas drôle. Bon, j'aimerais en finir vite, alors ils attirent le fantôme dans une machine pour l'électrifier, pouf, c'est réglé, et on se retrouve quelques mois plus tard sur le campus où Cindy sort avec Buddy, mais le majordome réapparaît et annonce qu'il les harcèlera hardcore jusqu'à la fin de sa vie, mais heureusement, il se fait shooter par une voiture, fin. Bon alors, tu nous demandes pas ce qu'on en a pensé? À ce stade, je n'ai qu'une envie, c'est que chacun rentre chez soi et qu'on n'en parle plus. J'ai l'impression de ne plus pouvoir faire confiance à ma propre mémoire. Comment un film peut autant changer d'un visionnage à l'autre? Et le pire, c'est que j'étais persuadé que... Bon bah alors, on enchaîne? Non, ça va. Lancez le 300 bon. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est de la merde et je pensais qu'on allait au moins rire un peu, voilà ce qu'il y a. Ah non, c'est faux. C'est vrai? Tu trouves que c'est pas si terrible? Non, je pense que c'est faux de croire qu'on allait rire au film. Ok, merci Kevin. Non, écoute. Moi aussi, sous mes airs joyeux, il m'arrive parfois d'avoir des problèmes et de me sentir mal, hein. De pas savoir rebondir. Et dans ces moments-là, j'ai envie de tout laisser tomber. À quoi bon me relever quand j'ai l'impression que personne ne fait attention à moi? Mais à la place, je préfère nier la réalité. Et faire comme si de rien n'était. Et pour fuir cette réalité, je te propose qu'on aille regarder Scary Movie 3. Ça va? On passe au suivant? Ouais, d'accord, allons-y. J'appréhende énormément la suite. Pour le 4 et le 5, je m'en fiche, je les ai jamais vus, mais pour le 3, c'est aussi un film que j'avais beaucoup aimé à l'adolescence. S'il est aussi mauvais que le 2, bah ça va m'achever quoi. Je préfère prendre encore une bière et on sort de nouvelles chips, histoire d'être convenablement armé pour faire face à tout cela. Bon, c'est parti pour une nouvelle catastrophe. Cette fois, il s'ouvre sur Jenny McCarthy et Pamela Anderson. On commence à parler d'une cassette maudite et... Juste après que tu l'as regardé, eh ben le téléphone sonne. Et au bout du fil, une voix super flippante te dit « Tu vas mourir dans 7 jours !» Ouais, je l'ai vu avec Josh le week-end dernier. Comment ça, t'as vu Josh sans me le dire? Bon, le désamorçage fonctionne bien. La bataille hyperbolique rajoute de l'absurde. En fait, c'est plutôt drôle. Cette scène nous prend clairement par surprise et nous a fait rire. Enfin. Puis on enchaîne sur une parodie de Signe avec George et Père Logan interprété par Charlie Sheen, déjà connu de ses comédies burlesques avec Hot Shot, une parodie de Rambo. Et là, de nouveau, bah c'est drôle, je trouve. Les chiens sont devenus bizarres. Bref, on se rend compte que des extraterrestres ont laissé des signes mystérieux et... Que veulent-ils essayer de nous dire? Ça va être une bite. Ok, pas mal. Effectivement, la réaction à Eva est très juste, puisqu'il est certain que si on s'était trouvé dans les opus précédents, les scénaristes auraient bondi sur cette première idée. Mais ici, dans Scary Movie 3, c'est comme si le film avait un peu plus de recul, et plutôt que de chercher à écrire un scénario qui fait rire ses propres scénaristes, il cherche à faire rire le public. Et certains gags semblent ainsi bien mieux pensés. Crois-moi, le mieux c'est que tu t'occupes de toi, et que je m'occupe... C'est pour ça que... Oh, Cindy Campbell! Il faut dire qu'après 2 films, on commence à s'attacher à elle. Depuis le campus, Cindy est devenue journaliste. Après avoir couvert la découverte des crop circles, elle passe chercher son neveu Cody. On retrouve aussi Brenda, devenue institutrice. Rapidement, on comprend que Cindy a la charge de son neveu et ce sera un running gag de maltraitance involontaire sur mineurs. Et cette fois encore, les blagues où Cody s'en prend plein la gueule marchent très bien sur les autres, mais je ne peux m'empêcher de trouver ça un petit peu hypocrite. Comment ça, hypocrite? Quand c'est des gros ou des homos refoulés, là on peut pas rire, mais alors par contre quand c'est des enfants maltraités, là vous êtes open bar. Non mais comme tu l'as dit, c'est de la maltraitance involontaire. En soi, le gag marche moins parce que Cindy décide de lui mettre des gifles, ce qui pourrait devenir gênant, que simplement parce qu'elle se montre incapable de gérer correctement ce gosse, même avec toute sa bonne volonté. On ne rit donc pas de la maltraitance, mais de l'incompétence, et c'est une nuance tout de même importante. Je suis d'accord. Puis ils sont trop petits pour se défendre de toute façon. Cindy fait aussi la connaissance de George qui l'invite à assister à une rap battle. Elle s'y rend avec Brenda, la soirée se déroule presque sans anicroche.
Puis peu après, Brenda informe Cindy de sa découverte d'une mystérieuse cassette qu'elle a visionnée 7 jours plus tôt. Alors que Cindy est dans la cuisine, Evanescence sort de la télé, assassine Brenda. George et Cindy se rendent à la veillée, et évidemment ça tourne mal, puis on a droit à la traditionnelle parodie de Matrix avec l'oracle et la petite fille du puits qui s'entrebastonnent. Puis Cindy consulte l'architecte et découvre que la petite fille a été noyée par son père après qu'elle ait jeté un sort à une cassette qui a ensuite été rendue par erreur à un vidéoclub. Ah bah ça m'arrivait tout le temps de mettre la cassette dans la mauvaise boîte. Bah moi aussi hein, puis après bah tu vas te faire un cassoulet, puis là paf, tu te retrouves avec une VHS d'Alien, même pas rembobinée quoi. Moi pas du tout, mais ça m'arrivait de mettre la mauvaise boîte autour de la cassette. Cindy et Cody vont se réfugier chez Logan et... Oh, Leslie Nielsen! Quel plaisir de le voir ici. Il joue le président des États-Unis et nous gratifie une fois encore de son sens du décalage entre sa bonne tenue et ses répliques mémorables. Agent Thompson, Premièrement, éloignez-vous de la fenêtre. quoi? J'ai encore Encore oublié de mettre mon pantalon? Celle-là, je la connais par cœur, c'était ma réplique préférée. Chez Logan, ils sont rejoints par le président des États-Unis. Les extraterrestres arrivent et on se rend compte qu'ils sont pacifiques et cherchent eux aussi la VHS maudite pour la détruire. Cindy est alors confrontée à la jeune fille, elle est renvoyée dans son puits, Cindy et George se marient, oublient Cody, shoot Cody, ah non. Ah bah oui, fin. Et c'était trop cool, non? Oui, c'était le meilleur des trois. Bon, c'était quand même lourd et insistant. C'est vrai que Scary Movie 3 comporte aussi un lot de blagues qui sont loin d'atteindre des sommets de subtilité, mais la plupart des gags sont mieux écrits et donc mieux rythmés. En fait, le film dans son ensemble témoigne d'un travail sur le scénario plus mature. Alors que les deux premiers alignaient les scènes comme des sketchs sans trop se soucier de les justifier autrement que par l'humour, ce troisième opus suit une véritable trame narrative et parvient à lier intelligemment les références qu'il mobilise, qu'il s'agisse du cercle, de Matrix ou du topos de l'invasion extraterrestre. Oh, regardez, l'Air Force est ici avec ses nouveaux avions top secret. Cela laisse imaginer une manière de travailler très différente sur le tournage entre le 2 et le 3. Alors que de nombreuses scènes du 2 semblaient laisser la place aux acteurs pour l'improvisation, le 3 est plus millimétré. On a conscience que le gag fonctionne grâce au sens du rythme. Prenons ce gag. On aurait pu jouer de facilité en faisant que Cody se fasse shooter comme il est attendu. Mais le film connaît les attentes du public, s'arrête et nous propose une chute beaucoup plus improbable. Et prenons celui-ci. Ok, j'abandonne. On aurait pu appuyer l'effet de la défenestration plus impressionnante en filmant depuis l'intérieur, puis avec une caméra plus proche, un personnage aplati au sol dans un esprit un peu cartoonesque. À la place, on privilégie ce plan plus éloigné et on désaxe le gag. Le but n'est pas de nous faire rire au moyen de la dimension hyperbolique de la défenestration, gag vu et revu des centaines de fois, you know what? He just left. mais par la vitesse à laquelle le personnage se remet de celle-ci en se redressant immédiatement. Et je trouve ça très inventif. Souvent le film semble avoir un coup d'avance sur la chute qu'on imagine à ces gags. C'est comme si le film, il avait conscience que l'humour existait déjà. Et du coup, au lieu d'imiter, bah il innove un plus. Ouais, voilà. Bon, pas tout le temps non plus, quoi. Non, pas tout le temps, mais assez souvent pour être intéressant. Attention, c'est chaud. Oh. Bon bah alors, la suite? C'est parti. On y va. Le film s'ouvre sur son traditionnel détournement, et cette fois on s'attaque à Saw. Bon, rien de très intéressant, on est face à un humour très référencé, et j'avoue que la hype commence à nouveau par être ébranlée et retombe direct. Rapidement, on retrouve Cindy Campbell, J'ai l'habitude d'en prendre plein la gueule. qui est cette fois assistante pour personnes âgées et apparemment veuve. Première déception, les personnages de Simon Rex et de Charlie Sheen sont morts, pourtant je les aimais bien. À la place, nous avons une romance avec le voisin de Cindy interprété par Craig Bierko, qui fait de son mieux mais reste quand même très lisse et oubliable. Mais c'est pas vrai, il y a aussi Charlie Sheen. Ah, non? Mais si, il fait un sketch où il veut se suicider et prend par erreur des pilules de Viagra. Et du coup, on nous suggère subtilement qu'il a une énorme bite. Tu veux dire que ça te fait pas rire les énormes tubs? Oui, bon d'accord, il est dans le film, mais son sketch est assez mauvais. Bon, cette fois Cindy est tentée par un fantôme lui demandant de retrouver son père. Puis rapidement, la ville est attaquée par des extraterrestres. Et alors que dans Scary Movie 3, nous avions des costumes d'extraterrestres bien cheap, C'est vraiment impressionnant, y a pas à dire. ici on a des gigantesques tripodes qui arrivent et détruisent la ville. Pour la première fois, un Scary Movie cherche à nous impressionner. Une fois la ville dévastée, Cindy retrouve un autre visage connu, Brenda. Ensemble, les deux femmes vont se rendre dans un village ultra conservateur où elles vont retrouver le père du petit garçon, mais aussi une aveugle et l'idiot du village interprété par... Oh non... C'est le gars qui arrive au vidéo là. Vite, 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 zappe le chapitre, zappe le chapitre. Mais je sais pas où la télécommande. Vengeance.
Là Mais quel est le secret? C'est bon. Ok. Ouh. Bref, le village est attaqué, Cindy et Brenda se retrouvent dans un tripode dirigé par d'étranges poupées qui leur proposent de jouer et leur surveillent sur un jeu. C'est ni très important ni très drôle, on passe au dénouement où le voisin de Cindy se dit prêt à se sacrifier pour ses enfants. Ça émeut le méchant qui est au passage père du fantôme vu plus tôt. Il décide alors d'épargner l'humanité et se casse, Cindy finit avec son voisin, fin. Bon bah c'était pas si mal hein. Ouais, c'était sympa. Je sais pas trop... C'était aussi misérable que pathétique. Ouais, c'était de la merde. Bon, j'ai essayé de maintenir l'enthousiasme à un niveau acceptable, mais effectivement, le 4, même s'il essaye de faire perdurer l'esprit du 3, contient beaucoup moins de fulgurance. De plus, on a un retour assez frontal de l'humour bien gras avec Chris Elliott et d'autres scènes qui... Voilà. Et c'est très étrange parce qu'on retrouve à nouveau David Zucker à la réal et les deux mêmes scénaristes que sur le 3 avec Pat Proft et Craig Mazin à qui s'est greffé Jim Abrams. Tous ont déjà fait leurs preuves et en plus ils sont tous... Bah, c'est peut-être parce que c'était pas la même boîte de prod, hein. Ah ouais? En fait, le 3 et le 4 ont été produits par le studio Dimension Film. Sauf qu'en 2003, cette filiale appartenait à Disney et qu'elle a été rachetée en 2005 par la Weinstein Company. En plus de ça, la production de ce dernier opus avait l'air un peu compliquée entre son actrice principale qui n'avait pas vraiment envie de faire le film et la bande son qui a été entièrement réécrite quelques semaines avant la sortie du film. Bah, c'était peut-être des conditions moins propices pour faire le film. C'est possible que ça ait joué un rôle, parce que bon, on garde quand même quelques gags sympathiques. Mais malheureusement, le film semble se prendre plus au sérieux en ce qui concerne ses références. Le budget des effets spéciaux est plus important, on essaye d'aller plus loin dans les références en multipliant celles qui sont purement culturelles, comme celle de Shaquille O'Neal, devant marquer un panier pour échapper au piège dans la scène d'intro. Il faut alors savoir que le basketteur, malgré tout son talent, ratait apparemment assez souvent ses lancers francs. C'est typiquement une blague à côté de laquelle nous sommes tous passés. Ça et cette obsession pour Michael Jackson que les scénaristes semblent ne pas du tout porter dans leur cœur. Pas mon vrai visage! Pas mon vrai visage! Heureusement, nous sommes quand même assez loin de cette purge qu'était le 2. C'est bizarre, je sens comme un peu l'amertume dans ta voix. Ouais, c'est bon. Ils sont où les autres? On lance le 5. Ils sont allés faire une pause. Et d'ailleurs, je crois que je vais aller faire la même chose. Prends-moi une bière. Ok. Bien, alors on a fait une pause avant d'enchaîner sur le 5e volet. Il faut dire qu'on commençait à être un peu fatigué. Je pensais que nous serions motivés, mais je crois qu'au contraire, on a tous assez envie que ça s'arrête. 5 films en une journée, c'est long. Surtout quand on peine avec l'humour. Mais ça me fait penser que malgré tout, cette saga a un point fort. Aucun de ces films ne dépasse 1h30. Et si on a beaucoup de scènes qu'on aurait préféré ne pas voir, au moins, le rythme fonctionne toujours. On n'a jamais l'impression de s'éterniser. Il reste de la bière et de la pizza, vous en voulez? Moi ça va. J'ai bien mangé. Ok. Ouais, on est loin de la soirée que j'espérais où on finissait tous fin cuits à pleurer de rire à chaque scène. On lance donc le dernier film. Scary Movie 5, sorti en 2013, est assez différent des précédents puisqu'on perd Zucker et les scénaristes pour laisser place à des noms moins connus comme le réalisateur Malcolm Dilly. D'ailleurs, on ne retrouve pas non plus Cindy Campbell ni sa meilleure amie Brenda dont l'actrice, Regina Hall, sera pourtant l'actrice principale de Girl Trip, un film de Malcolm Dilly. Par contre, on retrouve Charlie Sheen qui à nouveau... qui à nouveau meurt dès la scène d'intro et laisse place alors à Snoop Dogg et Mac Miller dans une forêt découvrant une cabane dans les bois. Ça me rappelle un film d'horreur que j'ai vu. Quel film d'horreur? Celui avec la cabane dans les bois. Vendredi 13? Non, celui avec la cabane dans les bois. Massacre à la tronçonneuse? Non, celui avec la cabane dans les bois. Le cerf? Celui avec la cabane dans les bois. Le projet Blair Witch? Non, vieux, celui avec la cabane dans les bois. Les monstres? C'était pas dans les bois, ça, c'était même pas un film. Écoute, vieux, on n'a pas le temps pour ces conneries en ce moment. Il faut qu'on entre dans cette cabane dans les bois. Et je suis assez d'accord avec Rouf, le gag est trop long, mais c'est justement parce qu'il est trop long et qu'il répète inlassablement la même chose que le film, pour moi, réussit sa petite critique du trope usé jusqu'à la corde de la cabane dans les bois. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais avec Snoop Dogg, pourquoi pas, c'est sympa. Bref, il se réfugie dans la cabane dans les bois et découvre des enfants sauvages. Nous retrouvons alors George... Qu'on a vu dans le 3, non? Attends, t'es sûr que c'est lui? Il me semble. Mais il était pas plus grand avec des épis dans le 3? Non, ça c'est le champ de maïs, et Georges c'était le fermier. Ah, autant pour moi. Nous retrouvons alors George et sa compagne... Kim! Kim! C'est Kim de Denis Darko! Quoi? Voilà! C'est Kim! Ok, et? Ben non, c'est tout.
Scary Movie 5 parodie Mama, Black Swan, La planète des singes et Paranormal Activity. Ce dernier propose peut-être le meilleur potentiel puisqu'il s'agit surtout d'utiliser les caméras de surveillance et donc de construire des gags visuels différents de ceux dont on nous a habitués dans les films précédents. Par exemple, j'aime bien cette scène où George renvoie Maria la gouvernante. C'est dommage qu'ils aient rajouté des bruitages inutiles. Je veux dire, si c'était plus sobre, ça aurait mieux marché. En gros, c'est l'histoire d'un couple qui doit s'occuper des enfants des bois hantés par une mystérieuse mama. Toute la famille est placée dans une maison sous haute surveillance, d'où l'aspect Paranormal Activity. George travaille dans un laboratoire avec des singes où nous retrouvons aussi son patron, Terry. Jodie, elle, doit danser le lac des cygnes. Mais le soir, de mystérieux événements se déroulent dans la maison, laissant penser qu'ils ne sont pas tout seuls. Ne va pas là-dedans. Je t'ai dit de laisser entrer personne. Tiens, là aussi, si ça avait été plus sobre, ça aurait mieux marché. Non, pas du tout. Jodie consulte donc un DiCaprio moitié prix et comprend qu'elle doit trouver une cabane dans les bois pour percer le mystère. En parallèle, les singes s'échappent et George ramène César et c'est l'occasion d'enchaîner tout un tas de gags à base de singes martyrisés. Et carton. Non, là t'es de mauvaise foi. De la maltraitance sur animaux, il y en avait déjà dans le 2. Notre héroïne, accompagnée d'une Brenda Byss, part chercher la cabane dans les bois. Faut qu'on trouve cette cabane. Kendra, qu'est-ce qu'on fait ici? Il faut qu'on trouve cette cabane. Je sais, c'est ce qu'on va faire. Mais d'abord, prends-en une. C'est marrant. Même le film, il se rend compte qu'il fait n'importe quoi. Ouais, non, effectivement, là, il est un peu en roue libre, mais si ça se trouve, ils avaient une superbe idée de mise en scène, et ils se sont dit, allez, on s'en fiche du scénario, on la bourre là au forceps, même si ça passe pas, pour nous donner quelque chose d'incroyable. On enchaîne sur la scène de galopade où, à base de chant contre chant, on tente vaguement de nous faire rire, mais je suis désolé, cette scène témoigne de la flemme la plus absolue. Il y a trop de gags et aucun ne marche. Tout repose sur un chant contre chant où on décline le même gag à chaque fois, mais c'est juste, en fait c'est jamais drôle. Ça a dû être gênant pour l'actrice. Oui, et l'actrice non plus, ça ne marche pas. Là où Anna Faris était très démonstrative dans ses réactions, participant ainsi à l'esprit hyperbolique de la série et incarnant bien son univers. Il y a un truc bizarre qui hante les lieux, professeur. Croyez-moi, je ne suis pas dingue. Ashley Tisdale se contente systématiquement de froncer les sourcils et dévier son regard vers la gauche ou la droite. Je ne compte pas le nombre de blagues où elle réagit comme ça, c'est hallucinant, on dirait un algorithme. Bref, elle se rend enfin à la cabane dans les bois où elle trouve un livre maléfique, récite une formule en latin, ce qui a pour effet de faire vomir une femme dans un ventilateur, et elle rentre chez elle. Quiproquo avec le singe, on le cogne, on l'enferme et... Je peux parler. Hé, César. Steve. Attends, donc tu veux dire qu'ils ont regardé tous les anciens Scary Movie, qu'ils ont vu le perroquet qui parle du 2 et qu'ils se sont quand même dit que ce serait une bonne idée de faire parler des animaux? Quelle que soit la manière dont c'est fait, faire parler les animaux, c'est jamais drôle. Les enfants sont enlevés, Jodie et George foncent à la falaise des rêves de Jodie et retrouvent les enfants avec Mama. Gag sur l'une des filles qui se comporte comme un chien, et à ce stade, même le film commence à se rendre compte qu'il ne fait rire que lui. Ça suffit. C'est débile. Lily n'est pas un chien. Mais alors pourquoi il le fait quand même? Mais je sais pas, c'est comme Rouf qui sait que péter ça fait rire que lui, pourtant il continue. Jodie fait tomber Mama dans la piscine d'Amato où elle se fait manger par un requin à côté de Snoop Dogg et Mac Miller. Oh, ouf. Ah mais non, c'était la blague. Ouais, j'avoue que celle-là est sympa. Bref, la famille est recomposée, Jodie renonce à la danse des cygnes pour s'occuper de sa famille, générique. On est libre. Bah, attends, il reste encore 15 minutes là. Ouais, mais ça doit être le générique. Bon, alors vous en avez pensé quoi? Bah, nul. Pareil. Il faut dire qu'en plus de ne pas avoir la même équipe derrière le projet... Attendez, il se passe un truc. Alors là, Coupé. C'est rien, on l'a refait. c'est trop long, j'y arriverai jamais. Oh la vache! Le film est si vieux que ça. 2013? Oh la vache. Oh la vache! Oh la vache. Oh la vache. En fait, je crois que c'était une bonne conclusion à la saga, puisqu'après 7h30 de film, on se sentait, là, vraiment unis dans notre jugement un peu pédant de cette dernière faute de goût.
Les bêtisiers, c'est comme les animaux qui parlent, ne mettez jamais ça dans vos films, ça n'amusera que vous. Mais pour revenir plus en détail sur ce 5e opus, il faut dire qu'en plus de ne pas avoir la même équipe derrière le projet, il bénéficiait aussi d'un budget diminué de moitié, ce qui rend d'autant plus difficile pour lui de passer après le 4e film et ses effets spéciaux. Mais ça ne pardonne pas le manque de travail sur l'écriture. Même le 2, de loin le pire en termes de sketch, avait pour lui de réunir la même équipe et de lui laisser pas mal d'espace pour s'exprimer. Tu veux vraiment revenir sur le 2 ? Non mais c'est juste pour la comparaison. Wow, ils ont 1000 ans ce bêtisier. Le principal problème du 5e opus, ce n'est pas son manque de budget, mais son écriture, qui peut décrocher un sourire, mais il fonctionne sur ce que j'appellerais la dynamique du brouillon. En gros, c'est comme si les scénaristes imaginaient une scène, pensaient à un gag, lui trouvent plusieurs déclinaisons, et plutôt que d'en développer une, ils se disent que l'effet de répétition amusera. Concrètement, ça se traduit par cette scène où Maria propose une tarte au caca à George, qui refuse, puis un hot dog au caca, puis une banane toujours à la même saveur. Le fait que la première ne nous fasse déjà pas rire rend les suivantes franchement pénibles. De plus, là où les 2 films précédents parvenaient à entremêler plus ou moins bien ces différentes références, ici on a un monstre de Frankenstein qu'on n'a même pas terminé de coudre. La partie Black Swan ne mène à rien, celle de la planète des singes non plus, la ref à Paranormal Activity ne sert qu'à économiser du budget sans assumer de parti pris esthétique, bref, ce n'est pas un bon film. Waouh. Mais au moins c'est fini. Ton classement des films, ce serait quoi? Ah, du pire au meilleur, je dirais le 2, ensuite le 5, puis le 1, le 4 et le 3. Le 3 il surnage au-dessus des autres. D'accord. Et quoi? Et bon, d'accord, t'avais peut-être raison. Il y a un décalage entre ma réception des films à l'époque et aujourd'hui. En même temps, la saga des Scary Movie s'est toujours adressée à un public très restreint, puisqu'il fallait être assez grand pour connaître les films référencés, en l'occurrence des films d'horreur, et en même temps pas trop adulte pour pouvoir apprécier l'humour et le ton général. Petit, j'adorais les films d'horreur, du coup, la découverte par hasard de ces parodies m'avait fasciné. Aujourd'hui, il n'en reste vraiment plus grand chose. Un 3e opus plutôt solide, quelques blagues qui rendent les autres pas complètement à jeter, et une vibe nostalgie début des années 2000 pour les 2 premiers. Ça suffit! Mais oui, je reconnais que mes goûts, ils étaient pas meilleurs que les tiens. T'es content que je te dise ça, hein, ça le fouine. Non, c'est pas ça. Mais alors... Non mais Rouf Après ce marathon, Rouf et Kevin ont dû partir assez vite, ils avaient un train à prendre. Eva m'a proposé de rester pour m'aider à débarrasser. Quant à moi, je vous cache pas que j'avais un peu le cafard. Je te mets ça où? Ah, tu peux poser là, je rangerai après. Ça va? Ça va. Je suis un petit peu déprimé d'avoir retrouvé des films de ma jeunesse et de me rendre compte qu'en fait c'était des purges. Bon, c'est pas vrai, on était d'accord sur le 3. C'est vrai? Bah dire qu'il était un peu moins pire que les autres. Puis des fois c'est tellement nul que c'est marrant. Je pense que c'est un très bon résumé. Je l'ai déjà dit, mais un élément important de la parodie, c'est l'exagération. Et c'est clairement le ressort comique le plus utilisé de la saga. Les situations, les réactions, tout est constamment exagéré. On cherche à aller le plus loin possible. Ce plus loin, lorsqu'on n'y adhère pas à la base, peut rendre l'ensemble difficile à supporter. Mais il arrive parfois qu'on le pousse si loin qu'il sort de l'exagération pour atteindre l'absurde. Et là, ça peut marcher. L'exemple d'Eva est typique de ça. Jodie, en revoyant ses vidéos surveillance, se rend compte qu'elle entretient quelques relations intimes avec des objets pendant son sommeil. Comme pour le reste du film, on va jouer ici sur la répétition qu'on tâche d'amplifier à chaque contre-champ. Puis, à un moment, on décide d'éliminer Jodie du plan, il ne reste que les objets. On perd le côté gras, on perd la répétition, on atteint pleinement l'humour absurde. Et je pense que c'est là que le 3 marche si bien. En fait, comme je l'avais dit, le 3 a été écrit en prenant conscience des connaissances préétablies de son public. Il n'a pas besoin de cette construction laborieuse de répétition pour atteindre ses gags les plus absurdes. Il s'y lance directement, sans passer par un long travail de préparation, et ça marche. Suivez-moi. Ça marche parce que le rythme est meilleur, et aussi parce qu'on gagne en surprise. Ouais, c'est pas faux, et puis on a moins l'impression que le film s'adresse à des ados prépubères. Ah, je sais pas ça. Bah, si, il y a un côté positif à voir que tu n'aimes plus certains films. Ça montre que t'as évolué. Tu crois? Évidemment, tout cet humour est un peu lourdingue, que ce soit porté sur le pipi caca ou les blagues tournant autour du sexe. Ça amuse quand on est ado parce que c'est quelque chose qui nous paraît transgressif. Puis on grandit et comme on s'embourgeoise, et petit à petit on se rend compte que cet humour-là n'est pas à la hauteur de notre maturité. Et c'est pareil pour les moments malaisants. Toutes ces blagues, aujourd'hui, qui vont du un peu maladroit jusqu'au carrément insultant, nous font moins rire. Pas parce que les blagues ont changé, même pas parce que l'époque a changé, mais parce que nous, on a changé. On a grandi. Quand on voit un homme à la main atrophiée dégoûter ses invités, quand on est ado, on voit que cette main, et on nous indique que le ressort comique, c'est d'être dégoûté. Quand on est adulte, par contre, on a appris à accepter les différences, à être plus incluant, à travailler sur notre jugement, à condamner ce genre de représentation qui consiste à se moquer des autres. Oh, dites-moi que ça ne va pas nous séparer. Bien sûr que non. Et pour moi, ça, c'est une belle évolution. Et tu trouves que c'est positif? Bah oui.
Alors, je veux bien qu'on ait plus de respect, etc., etc. Mais je ne peux pas considérer que le fait que l'on soit moins capable de rire de tout soit une évolution. C'est pas la capacité à rire de tout. Non, mais qu'on soit moins sensible à l'humour pipi-caca, à l'humour bête ou à l'humour politiquement incorrect. Tu dis que c'est bon signe, parce que c'est la preuve qu'on a évolué, qu'on est plus respectueux et qu'on est moins bête. Mais du coup, c'est quoi le résultat? Être dégoûté à la moindre blague de vomi? S'insurger à la moindre blague qui pourrait offenser? Ça me donne la dérangeante impression que le rire n'est plus quelque chose de spontané, mais de particulièrement réfléchi. Est-ce que cette blague est assez intelligente pour moi? Est-ce qu'elle risque pas de blesser quelqu'un? Et c'est le sentiment que j'ai eu devant chacun de ces films. J'avais l'impression que je pouvais plus rire librement, en profiter. Bah oui, mais c'est parce que t'as mûri. Ouais, j'aurais peut-être pas voulu. Bah quoi? T'aurais voulu rester un ado débile toute ta vie, à rire aux mêmes blagues? Ouais, peut-être que comme ça, on serait heureux plus facilement. À partir de là, on a changé de sujet, mais nous n'avions ni l'un ni l'autre particulièrement envie de nous parler. Eva est partie pas longtemps après, et moi j'avais encore plus le cafard. C'est fou que cette journée, qui était censée être fun autour de films qui nous vident la tête, puisse se conclure de la sorte. J'aurais aimé apporter une conclusion plus positive à tout ça, dire que la saga Scary Movie est mythique, que même s'il y a du bon et du moins bon, que je vous la recommande, ou simplement encore qu'elle transpire de nostalgie, tout ça. Mais la vérité est que ce soir, je lui en veux à mort. C'est comme si elle m'avait trahi, c'est comme si elle était restée ancrée, à ce début des années 2000, avec une autre version de moi-même. Plus aisément fasciné, se posant moins de questions, profitant de ses films pendant des soirs d'été avec des copains, et des filles qui en ont tout autant rien à foutre de cette logique du monde adulte que moi. On s'amusait, on passait juste de bons moments, et aujourd'hui... aujourd'hui c'est comme si cette saga m'avait laissé miroiter tous ses souvenirs, pour au final me dire quoi? C'est fini.